Salut les curieux, salut les curieux. Nous voici donc dans un nouvel épisode de Paléo & Co avec encore Julien Barbier. Coucou. C'est vrai qu'on s'est jamais mis comme ça en plus. Non. C'est cool, hein. C'est bien, si. On est tranquille, on est posé. Alors là, on va vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur, mais qui tenait aussi à cœur à Julien. C'est son groupe d'animaux le préféré, on va dire. Hein, n'est-ce pas? Au goût. Ah oui, au goût, c'est vrai que c'est ton préféré. Ouais. On va parler de dinosaures. Alors certes, on vous le dit tout de suite, la suite de cette vidéo n'est pas sur la chaîne. La suite de cette vidéo est sur une autre chaîne YouTube, qui est donc la chaîne de Simplex. Simplex a fait une très bonne vidéo sur, on va dire, la diversité des dinosaures. Voilà. En faisant un petit peu un aperçu des différents clades au sein des dinosaures, dans les différents groupes, familles et tout ça au sein des dinosaures. Et nous, on a décidé de plutôt parler qu'est-ce qu'un dinosaure? Ça veut dire qu'est-ce qui fait qu'un animal est un dinosaure? Quels sont les caractères qui déterminent un dinosaure? Et qu'est-ce qui fait que les animaux qu'on peut prendre au sein du grand public des dinosaures, eh ben, ne sont pas des dinosaures? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, vous allez voir vraiment précisément quels sont les caractères, je dirais même les synapomorphies, hein, vous verrez, on vous expliquera ce que ça veut dire, qui font que les dinosaures sont des dinosaures. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Alors, déjà, on va du coup vous expliquer pourquoi ces 4 animaux sont des dinosaures et pourquoi du Triceratops au colibri, on peut les classer dans le même groupe. D'ailleurs, le colibri abeille qui est le plus petit dinosaure connu. Et le plus petit, c'est un théropode, donc c'est un dinosaure de la famille des dinosaures carnivores. Voilà, donc nous avons à l'heure actuelle le plus petit dinosaure connu. Et puis le plus gros Connu. Tu as bien fait de le dire, parce que c'est pas l'absence de preuve qui est à la preuve de l'absence. Alors, je vais vous montrer des groupes qui sont souvent pris pour des dinosaures. Alors, nous avons par exemple le mosasaure, les ptérosaures, les requins et les crocodiles. Alors pourquoi? Alors vous allez me dire, ptérosaures et mosasaures, bon, on les appelle souvent dinosaures marins ou dinosaures volants, et puis bon. D'ailleurs, petit aparté, alors excuse-moi de te couper, mon cher Julien, mais dans le jeu Jurassic World, j'étais en train d'essayer une partie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures, et qu'est-ce que je me retrouve à faire les enclos des reptiles marins. Et qu'est-ce que j'entends dire par les personnages? Voilà les dinosaures marins. Voilà. Appelés aussi reptiles marins. Alors oui, certes, ce sont des reptiles marins, et encore même le terme de reptile marin est discutable. Voilà, discutable. Mais non, dinosaures marins, non. Par contre, c'est vrai que littéralement, alors là, je vais me faire cracher dessus. Littéralement, non, doucement. Littéralement, le plésiosaure et l'ichthyosaure et même les gros crocodiliens, littéralement, ce sont des dinosaures. Des dinosaures marins. Alors, je vais vous dire, scientifiquement, non. Cladistiquement, non. Mais si on prend le terme, l'étymologie du mot, qui veut dire lézard terriblement grand, c'en est. Sauf que, scientifiquement, ça n'est pas. Si on prend ça d'un terme cladistique, dans un sens cladistique, c'est pas bon. Mais littéralement, on pourrait dire que les gens qui disent ça, c'est pas forcément injuste. Ouais. C'est juste que, scientifiquement, ce n'est pas juste. Donc, comme tu là, je vais me faire cracher dessus. Ouais. Hein, tu vois, je vais me faire cracher dessus. Alors, j'espère que les vrais spécialistes auront compris. Ouais. Je rigole, je suis encore fait cracher dessus. Donc, ces 2 groupes-là, vous voyez que dans des jeux vidéo populaires qui vont être vendus à plusieurs millions d'exemplaires, il va y avoir ce terme-là qui va poser problème. Donc c'est pour ça qu'on fait une vidéo qui réajuste la chose. Et puis souvent, j'entends dire de certaines personnes que les crocodiles et les requins, vu qu'ils sont très anciens, qu'on connaît beaucoup de fossiles anciens, sont aussi des dinosaures. Et là, ils font la confusion entre animaux fossiles et dinosaures. Et ils ont tendance à, dès que c'est du fossile, à tout mettre dans le même panier. Même les ammonites, même les trilobites, moi on me dit que c'est du dinosaure. Les enfants, même certains adultes me disent « Ah tiens, des dinosaures !» Non, c'est pas des dinosaures. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis les 2 exemples, requins et crocodiles, pour montrer que ces animaux-là ne sont pas des dinosaures et il ne faut pas confondre animaux du passé et dinosaures. Ces animaux-là sont très ressemblants, font vraiment penser à des dinosaures. On a l'Aetosaure qui fait penser à un ankylosauridé. Voilà. Je dirais même plus un odosauriné ou un polanquantidé. Voilà. Le Rheisuchus qui ferait penser à un tyrannosaure quadrupède. Voilà. Poposaurus qui ferait penser à un vélociraptor. Voilà. Je fais très mal le vélociraptor, je suis désolé. Un droméosauridé sans plumes. Voilà, c'est quoi l'autre à côté là? Et ça c'est Ephigia
qui ressemble beaucoup un à... hypsilophodon, un ornithopode, c'est ça? Voilà, qui ressemble pas mal à Coelophysis selon les illustrations. Ah ouais, parce que là il est gras hein, pour un Coelophysis, il est très gras. Alors tous ces animaux appartiennent à un clade qui s'appelle les pseudosuchiens. Et donc ce sont les parents proches phylogénétiquement des crocodiles. Et au Trias, ils ont eu des morphologies qui étaient assez proches des dinosaures et ils ont vécu en même temps que les premiers dinosaures. Donc ça peut parfois créer des confusions dès qu'on regarde littéralement les illustrations, mais on va vous apprendre à vraiment les différencier. Et il est arrivé de nombreuses fois que certains de ces animaux, par le passé, ont été confondus avec des dinosaures. Et puis ont été remis dans le clade des pseudosuchiens. Bah, c'est un peu, alors juste pour dire, c'est un peu les prototypes des dinosaures. Ouais. C'est la nature s'est essayée, ils se sont dit tiens, on va faire un truc sympa là, on va innover un petit peu là. On a fait des reptiles avec des pattes droites. Tiens, on va en faire un qui est bipède, l'autre qui a des armures sur le dos. Il y en a même comme les poposauridés qui ont des grandes voiles un peu typiques d'Uranosaurus, Spinosaure ou même Acrocanthosaure. Donc véritablement, avec les pseudosuchiens, nous avons véritablement des prototypes des dinosaures. Ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des cousins assez proches quand même. Ils ne sont pas très éloignés. Par exemple, un pseudosuchien est plus proche des dinosaures qu'il n'est proche par exemple d'un iguane ou d'un varan. Donc c'est quand même des animaux qui sont assez proches, mais c'est véritablement les prototypes. Ils sont arrivés juste avant, voilà. Ils ont vraiment émergé au début du Trias, tout début du Trias. Ils ont bien radié au début du Trias. Mais dès que les dinosaures arrivent, ça fait le ménage et on va dire que c'est eux qui ont pris les niches écologiques de ces anciens pseudosuchiens. Je vais prendre l'exemple d'Ephigia au niveau de la ressemblance avec Coelophysis. Alors ça se voit pas trop sur cette image-là, mais sur d'autres images ça se voit mieux. Ephigia possède des convergences évolutives avec Coelophysis qui sont très très proches. Et on pourrait même en faire des synapomorphies pour Ephigia tellement ces changements, voilà, des autapomorphies tellement ces changements physiques sont proches et convergents avec Coelophysis. D'où je disais tout à l'heure, les confusions que peuvent faire parfois les scientifiques entre les deux groupes. Voilà. Mais c'est véritablement... de toute façon, l'explication, elle est toute bête. Hein, elle est vite répondue. Non, mais comme tout dirait ça, le Suisse. Comme dirait le Suisse. Non, mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que il est fort probable que Ephigia, de toute façon, j'apprends ça à personne, vivait dans les mêmes niches écologiques que va prendre justement Coelophysis. Alors, il vivait exactement au même endroit. Ah bon, Texas, Nouveau-Mexique, ouais. Et dans les fameuses couches où on trouve beaucoup de Coelophysis, on trouve quelques Ephigia. Donc ça se comprend, quoi. On va définir ce que c'est qu'un groupe monophylétique. Comme ça, on va pouvoir mettre tout dans des cases, hein, puisque en science, on aime bien mettre les choses dans les cages. Dans les cases, pas dans les cages. Hein, voilà, on va mettre les choses dans les cases, parce qu'en science, on aime bien mettre les choses dans des cases. Même si la nature, elle n'aime pas ça. Non. Il faut s'adapter. Alors, un clade, un groupe monophylétique, c'est un clade. Le clade, c'est un groupe d'êtres vivants ayant un même ancêtre commun. Un clade se caractérise par des synapomorphies, c'est-à-dire des caractères anatomiques communs à tous les animaux du même clade. Et les synapomorphies peuvent être perdues secondairement. Alors, tu peux donner un exemple de synapomorphie qu'un animal a perdu secondairement ? Les pattes chez serpent. Voilà. Oui, parce que tout simplement, regardez, le serpent, c'est un tétrapode. Et on le sait tous, hein, le tétrapode, c'est quoi? Ce sont des animaux vertébrés, hein, donc qui ont une colonne vertébrale, mais qui ont également 4 membres. Et ces membres sont chiridiens, ça veut dire qu'ils sont munis de doigts. Oui, parce que si on a un arthropode, par exemple, s'il a des membres, il n'y a pas de doigts. Voilà. Il y a des griffes de temps en temps, mais il n'y a pas de doigts. Donc là, on a véritablement des animaux avec des doigts, donc vertébrés. Et le serpent fait partie. C'est vrai que quelqu'un, avec notre logique, on pourrait se dire, le serpent, il n'a pas 4 pattes. Donc, c'est pas un tétrapode, pardon. Pas un tétrapode. Eh bien, si, c'est un tétrapode. Pourquoi? Parce que ses ancêtres ont eu ce caractère. Et ça, il ne faut pas oublier. Par exemple, il y a des caractères propres au clade des dinosaures. Et on verra tout à l'heure, il y a des membres des dinosaures qui ont perdu, peut-être parfois partiellement ou totalement, des caractères synapomorphiques du clade des dinosaures. Et on verra que pourtant ce sont toujours des dinosaures, parce que leurs ancêtres l'avaient, tout simplement.
C'est aussi simple que ça. Voilà. Il y a un merveilleux exemple de synapomorphie perdue aussi, c'est les vertébrés sont des animaux qui possèdent des vertèbres. Oui, les vertébrés ont des... Et chez le célacanthe, les vertèbres sont vestigiales, donc il n'y a plus de vertèbres. Ça, c'est un truc de malade. Non, mais quand tu m'as raconté ça... vertébré sans vertèbres. Bah tiens, on va mettre une photo. Regardez, comme là, vous voyez, donc il y a le notochord, donc cette ligne qui fait tout l'axe de l'animal. Ouais. Et donc là, c'est un peu une sorte d'ébauche, une ancienne colonne vertébrale, mais il n'y a plus de vertèbres. Donc, les vertèbres, tous les vertébrés n'en ont pas. Voilà. Donc, mais il a des os. Il a des os. Voilà. Il a un squelette osseux et interne. Il a des membres chiridiens. Moi, comme je dis souvent... Des nageoires chiridiennes. Chiridiennes. Donc du coup, voilà 2 exemples de synapomorphie perdue. Alors, on va pas partir des vertébrés pour arriver jusqu'aux dinosaures, on va simplement partir des diapsides. Alors les diapsides, ce sont des animaux qui ont 2 fosses temporales sur l'arrière du crâne. Les fosses temporales, ça sert à attacher les muscles de la mâchoire. Par exemple, chez les synapsides, nous on est des mammifères, donc des synapsides, on a une paire de fosses temporales. Quand vous faites ça et que vous mâchez, vous sentez que il y a les muscles qui bougent sur le côté. Eh ben, c'est les muscles de la mâchoire qui passent dans nos fosses temporales ici et qui s'accrochent sur le haut du crâne. Nous, on a une paire. Chez les diapsides, il y a 2 paires. Donc les dinosaures sont des diapsides. Parce qu'il y a 2 paires de fosses temporales. Alors, chez les diapsides, il y a 2 groupes. Il y a les lépidosauromorphes et les archosauromorphes. Les dinosaures sont classés parmi les archosauromorphes. On va vite fait vous montrer quelques lépidosauromorphes. Donc, on a les mosasaures, qui sont proches des varans. On a les serpents. Varans, squamates. Voilà. Les serpents aussi, qui sont des squamates. Le tatuara, qui est un petit... Cénodontidé. Ouais, qui est un petit lézard qui est tout à fait, par ses caractéristiques, différent de tous les autres lézards. Et on a aussi l'ichthyosaure. Donc ces animaux-là ont eu des caractéristiques particulières. Et là, on va vous montrer les synapomorphies, donc les caractères typiques des archosauromorphes, qui sont encore visibles chez les dinosaures. Donc les archosauromorphes, je vous ai juste mis 3 synapomorphies, j'en ai pas rajouté. On a l'os carré qui est en contact avec le processus paraccipital et il supporte le tympan. Alors là, ça a l'air très compliqué, mais si vous regardez le petit dessin de ce gavial, vous voyez que la flèche montre ce fameux os carré, et quand il dit il supporte le tympan, vous voyez le trou ici, en fait l'os carré est juste en dessous du tympan, c'est ce que ça veut dire. Mais bon, c'est un langage scientifique, donc il faut être très très précis. Alors, je ne l'ai pas ici, mais justement sur mon crâne d'allosaure, on le voit très bien, ce type de caractère. Les côtes cervicales, donc nous on a des côtes sur les vertèbres dorsales. Eux, ils ont des côtes thoraciques, lombaires, tout l'intime. Et les archosauromorphes ont des vertèbres sur le cou. Et nous, nos vertèbres, elles sont attachées par... ils ont une articulation avec la colonne vertébrale. Et sur le cou des archosauromorphes, eh bien, il y a 2 articulations. Donc, quand vous avez 2 articulations, vous êtes sûr que vous avez affaire à un archosauromorphe. Après, chez les archosauromorphes, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a les fameux sacs aériens que possèdent les oiseaux. Ces sacs aériens sont visibles aussi sur les dinosaures, comme les sauropodes ou les théropodes, et ont été perdus chez certains ornithischiens. Et en fait, ces sacs aériens sont encore plus anciens, et on voit des traces de ces sacs aériens sur les archosauromorphes. Donc, sur certains archosauromorphes, on a la preuve que les sacs aériens étaient déjà présents. Alors, voici quelques archosauromorphes. On a... c'est Tanistropheus. Tanistropheus, voilà, cet archosauromorphe assez singulier. On a le rhynchosaure, qui est herbivore, et qui a cette mâchoire aussi assez intéressante qui ressemble, avec un diastème et puis des dents un peu... comme des rongeurs sur le devant. Alors là, je ne vois pas ce que c'est, celui d'en bas. Et le dernier, c'est le trilophosaure. Ah oui, d'accord. Ok, trilophosaure. Voilà, qui ressemble plus ou moins à un varan, mais si on veut le distinguer d'un varan, justement, on verra que lui, il a des côtes cervicales à double articulation. Alors voilà, on a fait le groupe des archosauromorphes. Vous voyez le cladogramme ici, et vous voyez qu'on a parlé de rhynchosaure, trilophosaure dans les prolacertiformes. Il y a aussi ce groupe-là. Et le champsosaure... Les campsosaures. Les campsosaures, pardon. Donc dans les campsosaures, j'ai pas fait d'exemple parce que dans certaines phylogénies, il a été revisité et parfois il est exclu du clade des archosauromorphes. Donc ça porte débat dans le milieu scientifique, donc je l'ai mis en pointillé, je l'ai laissé de côté. On va descendre un peu plus bas et on va passer des archosauromorphes aux archosauriformes. Alors les archosauriformes ont 2 caractères bien visibles et bien connus des chercheurs. Ils ont une fosse antéorbitaire, c'est-à-dire une fosse entre la narine et l'œil.
Et ils ont une fosse mandibulaire, c'est-à-dire une fosse qui est sur la mâchoire et qui permet à ces animaux-là de garder la bouche ouverte pour pouvoir faire sortir l'excédent de chaleur. Parce que c'est des animaux qui ne transpirent pas. Hein. Crocodile, par exemple, ne transpire pas. Et pour évacuer la chaleur du corps, ils gardent la bouche ouverte. Et on peut voir cette chose-là aussi chez les oiseaux. C'est pour ça que sur les plages, vous voyez, quelquefois sur les bords des rivières en Afrique ou même ailleurs, même en Australie, vous voyez les crocodiles faire ça. Hein. C'est pas forcément pour attirer les oiseaux pour se faire nettoyer les dents, mais c'est aussi pour se refroidir. Voilà, pour évacuer la chaleur. Alors on a aussi le gésier. Alors indiscutable. Ouais, vas-y, parle-en. Ouais. Le gésier, c'est discutable parce que c'est un tissu mou, donc qui ne se fossilise pas ou qui se fossilise dans de rares occasions. Oui. Parce que des fois, certains tissus mous, surtout quand c'est des muscles, peuvent se fossiliser. Je crois qu'on a trouvé un sur un... Si je me trompe pas, il faut que je relise la publi, mais sur un hadrosaure. Ah. Un hadrosaure momifié, on a trouvé alors du jabot et un semblant de gésier. Et du coup, le gésier est présent chez les derniers archosauriformes qui existent, c'est-à-dire les oiseaux et les crocodiles. Et comme ils sont présents chez ces deux groupes-là, et que ce n'est pas une convergence, donc c'est forcément qu'ils appartenaient à cet ancêtre commun. Donc parmi les archosauromorphes ou les archosauriformes, on avait déjà la présence du gésier. Le gésier, c'est largement discutable. Pourquoi? Alors, certes, les crocodiles et les oiseaux, donc les deux seuls archosaurimorphes qui existent aujourd'hui, ont cet organe. Alors, ils ont cet organe, et comme on sait qu'ils sont très proches et qu'ils font partie d'un clade distinct dont aucun autre animal à l'heure actuelle fait partie, il est fort probable que ce caractère soit apparu vraiment à la base et à l'origine de ces deux groupes, de ces deux clades, que ce soit les oiseaux, les dinosaures et les crocodiliens. Donc, il est fort probable que toute cette grande famille des archosauriformes avait un gésier. Mais on n'a pas comme l'a dit Julien, on n'a pas la forme, on n'a pas la trace fossile. On n'a pas la preuve directe. Donc on est scientifique, donc c'est pareil, c'est comme si on vous disait il y a ailleurs de la vie dans l'univers, il est fort probable, c'est sûr. Mais comment le prouver? Tant qu'on n'a pas d'indice, on peut juste émettre l'hypothèse, mais c'est clair qu'il est fort probable que tous les archosaurimorphes avaient donc un gésier. Ça devait être bon, un gésier de sauropode. Il devait être quoi bouffer. Un gésier de sauropode, ça devait être costaud. Notre cher Cléavea. Voilà, je vous ai mis quelques archosaurimorphes. Je vous ai mis quelques archosauriformes pour vous donner un petit peu. Le plus ancien archosauriforme, c'est Proterosuchus, qui parfois chez certains spécimens n'a même pas de fosse mandibulaire. D'accord. Donc là, on a une dérivation, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on suppose qu'il est aquatique. On a Vancleavea, donc on ne parle plus de Vancleavea. On ne suppose même pas qu'il est aquatique, celui-là. Voilà, on a fait une vidéo dessus. Voilà. On a Erythrosuchus qui était au Trias moyen le prédateur dominant. C'est un animal qui fait environ 6 mètres de long avec un crâne presque 1 mètre. Plus d'un sixième de son corps, c'est son crâne. Voilà. Le T-Rex à côté, le cassardille. Voilà, il n'avait pas la grosse tête. Et nous avons Euparkeria. Et nous avons Euparkeria qui, on pourrait dire, ressemblait un dino à l'ancêtre commun des dinosaures et des crocodiles. Pendant un temps, il y avait des paléontologues qui le considéraient comme soit un dinosaure, soit véritablement le proto-dinosaure qui a donné tous les autres dinosaures derrière. Après, c'est plus compliqué que ça. On pense que c'est un cousin proche des tout premiers dinosaures ou des ancêtres des dinosaures. Ouais. Mais il n'est pas... Il est encore dans la lignée avant la séparation des crocodiles et des dinosaures. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait véritablement une morphologie d'animal bipède, avec une membre érigée. Donc là, véritablement, on a les futurs caractères. Il est bipède opportuniste. Il y a un fort débat sur Euparkeria, sur sa démarche. Est-ce qu'il est bipède opportuniste ou est-ce qu'il était quadrupède ou totalement bipède? Pour l'instant, le consensus veut qu'il soit bipède opportuniste, c'est-à-dire qu'en course, il serait bipède et en marche normale, il serait quadrupède. J'ai vu tout et n'importe quoi au niveau de Euparkeria. Oui, j'ai même vu les plumes sur le corps. Méfiez-vous des représentations.
Alors là, on va redescendre encore un peu plus bas. Donc on a vu quelques exemples. Bon, j'ai pas mis Proterocampsia parce que ça fait beaucoup après. On va descendre au niveau des archosauriens. Et là, on va voir la fameuse séparation entre les crocodiles et les oiseaux, c'est-à-dire d'un côté les avémétatarsiens et de l'autre côté les pseudosuchiens. Alors, voici la différence, c'est que là j'ai pris la différence pseudosuchien avémétatarsiens avec les crocodiles et les oiseaux. Chez les crocodiles, il y a une articulation qui se fait entre l'astragale et le calcanéum, c'est-à-dire l'os où il y a écrit AS et l'autre où il y a écrit CA. Et cette articulation permet aux crocodiles et aux pseudosuchiens de marcher érigés quand ils en ont besoin, ou de marcher ventre à terre comme un lézard quand ils en ont besoin. C'est-à-dire que quand ils sont dans un terrain boueux, marcher de façon érigée, c'est problématique, donc ventre à terre, c'est plus pratique. Et quand ils sont sur un sol solide, comme sur un terrain de golf, on le voit souvent avec les alligators, et ben là, ils se redressent beaucoup plus et ils sont assez érigés sur leurs membres. Alors, c'est pas aussi efficace qu'un mammifère, mais ils sont bien érigés sur leurs membres pour se déplacer et le ventre ne touche pas du tout le sol. C'est des lilous. Multipass ? Voilà, c'est des archosaures multipass, les crocodiliens. Ah, t'es pas d'accord? Si. Ah, Si. Et... Je te voyais d'une froideur, voilà. C'est un petit coup de vent d'air, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Et chez les oiseaux, cette articulation se fait sous l'astragale et le calcanéum qui sont parfaitement alignés. Et du coup, ça leur permet d'avoir une patte qui leur permet d'ériger tout le reste de la jambe. Et c'est pour ça que, par exemple, tous les dinosaures sont érigés. Chez les mammifères, pratiquement tous les mammifères sont érigés, sauf ceux qui font des retours à l'eau. Quand vous le verrez dans une future vidéo qu'on a fait ensemble. Et les mammifères fouisseurs aussi. Oui, tout à fait. Puisqu'ils n'ont plus besoin d'être érigés. Donc, la taupe est galère pour être érigée. Les phoques. Les phoques aussi, qui sont des parce que les otaries ont les membres érigés. Voilà. On le voit. Hein, on va dire que c'est un peu sur la fin. Ouais, c'est un peu sur la fin. Et ben alors les cétacés, là c'est. Bah, il y a même... les cétacés, c'est même plus un problème. Non. Et voilà, le problème a disparu. Alors on va vous présenter quelques pseudosuchiens. Alors on a les zaïtosaures, comme on vous a montré tout à l'heure, ces dinosaures carapacés. On a Arizonasuchus et son cousin j'arrive pas à le dire. Stenosauriscus. On a son cousin Stenosauriscus qui ont des voiles sur le dos. Demandez-nous à quoi ça sert, on ne vous répondra pas parce qu'on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. On a des... Batrachotomus. Voilà, qui est un rauisuchien ou un cousin proche des rauisuchiens. On a Phénosuchus, on sait que c'est de cette lignée d'animaux terrestres vont dériver les crocodiliens actuels, parce qu'il a des synapomorphies en commun avec les crocodiles actuels. On a les notosuchiens qui sont des crocodiles terrestres qui ont une forte radiation du Jurassique et surtout au Crétacé, à la fin du Crétacé, où on a des formes tout à fait originales comme Simosuchus. On dirait moi, à chaque fois quand je le vois dans ces illustrations, on dirait un bulldog français. Oui, et un petit carlin. Un petit carlin, c'est clair. Alors, mais le pire, moi franchement... Il y a une vidéo de Cédric Jurassique sur Simosuchus. C'est vrai. Ouais, je vous conseille d'aller la voir, elle est pas mal. Par contre, tu m'as appris quelque chose, je le connaissais pas. Franchement, ça a été une découverte. Comme quoi, moi, on va dire mon domaine, c'est comme les dinos, mais alors, les pseudosuchiens, c'est pas forcément véritablement mon... J'en connais quelques-uns, mais je suis pas vraiment un spécialiste. C'est celui qui va nous montrer là, le Armadillosuchus. Alors il y a Armadillosuchus, oui, son nom veut dire le tatou crocodile, il n'a pas volé son nom, ses ostéodermes ont formé une sorte de carapace à la façon des glyptodons, sauf que lui, il est omnivore avec une forte tendance carnivore, alors que le glyptodon, lui, est herbivore, voilà. Et on aura peut-être le temps de reparler un jour d'Armadillosuchus. Ouais, j'aimerais bien parce que franchement pour moi c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre en même temps, mais il a une convergence. Franchement, quand il m'a montré des photos, il a une convergence telle avec les tatous, mais c'est impressionnant. Jusqu'à la petite carapace sur la tête, là, du crâne. Et même la morphologie, c'est du tatou, quoi. Ouais. C'est du tatou, ça va. C'est pas du tatou, bien sûr, mais c'est visuellement, on le voit, on se dit tatou. Non, c'est un croco. On pense un croco, un pseudosuchia, voilà. Un notosuchien. Ah oui, un notosuchia, qui fait partie des pseudosuchias. Oui.
Et donc à la fin, bon, on vous présente les thalattosuchiens qui sont des crocodiliens marins, mais qui sont très éloignés de nos crocodiles actuels et qui ont eu des adaptations à la vie marine très importantes. Et par exemple, chez les métriorhynchidés, on a plus de pattes à l'avant, on a des palettes natatoires, donc on a carrément des nageoires. Donc voici le groupe des pseudosuchiens, donc on va dire les plus proches parents, le grand clade très proche des dinosaures. On arrive justement maintenant dans les avémétatarsiens, et on connaît surtout 4 groupes, la Phonosauria, Pterosauromorphes, Lagerpetidés et Silosauridés. On ne va pas les passer en revue, parce que les synapomorphies sont relativement compliquées. Les Aphonosauria, comme Téléocratère, sont les seuls avémétatarsiens avec une cheville crurotarsienne. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu en contradiction. Quoi ce truc? C'est en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite sur Télocratère. Vous allez comprendre. Voilà, parce que si je réexplique, ça va prendre 5 à 10 minutes, et alors que la vidéo est déjà faite. Je peux juste dire un truc? Ouais. Là, vous voyez que la science, elle se remet toujours en question, et quand elle a de nouvelles preuves, elle pourra revoir justement ses références. Et c'est le cas justement sur ce type de taxon. Voilà. Et du coup, voici les synapomorphies des dinosaures. Les dinosaures. Voilà. Alors, quand on vous demande c'est quoi un dinosaure, c'est ça. Alors, c'est relativement compliqué. Voilà, un tibia avec une extrémité distale élargie transversalement et subrectangulaire avec une crête caudоlatérale. Bon, là, même moi, je suis un peu perdu. Il faut que j'aille voir 2-3 bouquins pour comprendre morphologiquement ce que ça donne. On a eu la chance quand même, chez les dinosaures, il y a une synapomorphie qui est très très simple. Alors, c'est l'acétabulum largement perforé. Donc, vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Ah, et puis on peut pas se tromper. Voilà. On peut pas se tromper. En fait, quand vous prenez le bassin d'un dinosaure, que ce soit un saurisquien ou un ornithischien, vous voyez qu'il y a l'ilion, le pubis et l'ischion qui sont collés entre eux, et il y a une fenêtre entre les trois. C'est véritablement un trou. Un trou, voilà. Il y a une fenêtre dans le bassin, il y a un trou, et cette fenêtre cotyloïde ou cotyloïdienne, en fait, elle est connue que chez les dinosaures. Et par exemple, chez les Silosauridés, qui sont le clade le plus proche des dinosaures, vous avez un bassin en bas, et vous voyez que cette cavité cotyloïde, elle est fermée. Et donc, un dinosaure, c'est vraiment un animal qui a le bassin perforé, qui a une fenêtre cotyloïde. Et ça peut aussi se vérifier chez certains oiseaux. Alors, j'ai pas vérifié chez tous les oiseaux, parce qu'il y a 11 000 espèces d'oiseaux environ. Mais par exemple, j'ai eu la chance de tenir un squelette de colibri. Et le colibri, comme l'autruche, a cette perforation, cette fenêtre. De ce bassin trifide. Voilà. Donc, quand on vous demande ce que c'est qu'un dinosaure, vous pouvez affirmer que c'est un reptile avec une fenêtre dans le bassin. On appelle ça une fenêtre cotyloïdienne. Voilà. Alors, si vous voulez résumer, un dinosaure, c'est un diapside comme la plupart des sauropsides. Mais qu'est-ce que tu fais des anapsides? Justement, on a découvert que les tortues, avant avaient des fosses temporales, et donc étaient bien des diapsides. Et seraient même encore plus proches des archosaures que des autres reptiles. Voilà. Ça, c'est la phylogénie qui l'a démontré. Et c'est il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Parce que pendant un moment, on pensait que les tortues, les coloniens, faisaient partie, étaient des diapsides, en fin de compte, très basaux, très basales. Et les tortues sont passées partout. On les a pris pour des parareptiles à un moment. Ah ouais, les tortues, c'était... Voilà. Bon, elles se promènent encore dans la phylogénie. Mais apparemment, elles seraient proches des archosaures. Ouais. C'est pas des archosaures, loin de là, mais ça serait pas si loin de ça. Donc, c'est un diapside avec 2 fosses temporales. C'est un archosauromorphe car ils ont un os carré positionné d'une certaine façon. Et ils ont des côtes cervicales à double articulation. Ils sont considérés comme des archosauriformes car ils ont des fenêtres antéorbitaires et mandibulaires qui parfois disparaissent, par exemple chez les stégosaures ou chez les ankylosauridés. Voilà. Et par exemple, la fenêtre antéorbitaire a disparu chez les crocodiles actuels, alors qu'elle est encore présente par exemple chez Caprosuchus. Et c'est refermé. Ouais, c'est refermé. Voilà. Et par exemple, chez les Mahajangasuchidés, comme Mahajangasuchus et Caprosuchus, on a encore des vestiges. Des vestiges de cette fenêtre antéorbitaire. Voilà. Et donc, les dinosaures possèdent ces caractéristiques-là, plus une fenêtre dans le bassin, la fameuse fenêtre cotyloïdienne. Donc voilà ce qu'est un dinosaure.
Après, il peut y avoir d'autres caractères, parce que bon, pour un spécialiste, on va un peu plus loin, comme il a dit, pour le processus para-occipital, c'était plutôt. Bah alors là, c'était au niveau du tibia. Là. Ouais. Donc, je disais, un tibia avec une extrémité distale élargie transversalement et subrectangulaire et avec une crête codo-latérale. Donc par exemple, chez les dinosaures, le radius fait à peu près fait de moins de 80% la longueur de l'humérus. Donc ça c'est un caractère aussi, c'est une synapomorphie. Normalement tous les dinosaures ont ce caractère-là. Et aussi également, alors là, caractère quand même très important, le sacrum. Le sacrum qui est donc le réseau de vertèbres sacrées. Ouais. Donc au niveau du bassin, en fin de compte c'est le réseau de vertèbres, on va dire soudés, sont sacralisés, sont soudés, qui relient les deux iliomes. Ce sont ces deux grandes plaques dorsales du bassin. Ouais. Et donc, c'est chez les dinosaures, normalement, et ils sont au nombre de 3 minimum. Par exemple, chez certains marginocéphales, j'en ai vraiment dénombré fois plus d'une dizaine. Voilà. C'est assez impressionnant. Et par contre, chez certains théropodes, vous pouvez descendre jusqu'à 3. Mais il y a un théropode, et considéré, alors, théropode, c'est même à débat, parce que quelquefois il est mis chez les théropodes, quelquefois il est mis entre les sauropodes et les théropodes. Des fois il est mis chez les sauropodes, ou seul. quelquefois il est mis tout seul, même à part les orisquiens et les ornithischiens. C'est l'Herrerasaurus, donc ce dinosaure argentin, qui lui ne possède que 2 vertèbres sacrées. Voilà. Donc il n'a pas de ces synapomorphies. C'est pour ça que même certains paléontologues ont même hésité par moments à le mettre au sein des dinosaures. De toute façon, Herrerasaurus, Sereno vous le direz, Paul Sereno, donc le grand paléontologue états-unien de l'université de Chicago, si je ne me trompe pas, du Muséum d'histoire naturelle de Chicago. Donc il s'est longtemps penché sur les dinosaures, justement sur la phylogénie des premiers dinosaures argentins. Et non, j'allais dire Salgado, mais non, c'est pas ça. Oui, non, ça c'est encore autre chose. Ça. Donc de tous ces dinosaures justement argentins qui sont à l'émergence, vraiment à l'aube, les dinosaures comme Eoraptor, le lézard de l'aube, Sereno vous dirait que c'est compliqué de replacer Herrerasaurus, et donc on ne sait pas tout. Même ça, c'est pour ça qu'on vous donne pas toutes les synapomorphies, parce que déjà, le premier, elles sont assez compliquées, il y en a certaines... Vraiment, genre au niveau des spécificités, par exemple, des 2 premières, parce qu'il y a aussi ça au niveau de la synapomorphie des dinosaures, il y a des particularités au niveau de l'atlas. Il y a les 2 premières vertèbres cervicales où il y a des particularités morphologiques. C'est pareil, c'est des choses tellement ardues et tellement précises au sein de l'anatomie comparée que pour un non-initié, là on va vous perdre, ça sert à rien. Puis même nous, je pense qu'on risque de faire des erreurs, donc ce serait dommage. On n'est pas Ronan Alain, je pense que si vous voulez encore aller plus loin, n'hésitez pas de contacter Ronan Alain. Non, il va faire la tête là. Il va faire la tête parce qu'il va dire je suis encore. Mais non, mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est arrivé à un moment, ça sert plus forcément. Ça sert plus forcément au kidam. Donc alors, ce qui définit un dinosaure, c'est véritablement cette fenêtre au niveau du bassin. Donc cette fenêtre cotyloïdienne. Donc cette perforation au niveau du bassin. Après, on pourrait aller plus loin. Par exemple, mais on n'a pas les preuves. Quel caractère on pourrait donner aux dinosaures ? Peut-être qu'une grande majorité d'entre eux, au moins leurs ancêtres, peut-être quasiment tous les dinosaures, parce qu'après on pourrait dire ouais, il y a la gigantothermie et tout ça, mais il est fort probable que les premiers dinosaures étaient peut-être tous endothermes, mais que certains, en développant de grandes tailles, se sont plutôt dirigés vers des métabolismes plus bas, mais avec quand même une homéothermie grâce à leur taille. Puis bon, les beaucoup de quelurosaures ou même de maniraptoridés. Même la structure des os montre que les ptérosaures étaient avaient un fort métabolisme. Fort métabolisme, une structure qui pourrait les rapprocher un petit peu des mammifères, on va dire, au niveau de la vascularisation et tout ça. Et non pas typique de certains crocodiliens actuels. Mais forcément, les crocodiles, malgré leur métabolisme, on va dire qu'ils sont peut-être beaucoup plus bas que ceux de nos chers dinosaures non aviens, ça reste quand même des reptiles, quand même, on va dire, alors,
très dérivés. Voilà. Et puis avec un métabolisme quand même Oui. plus élevé que Qu'un iguane ou voilà, qu'une tortue ou qu'un ouais. lézard. Ouais. Ben, je sais pas si il y a des crocodiles, ça faut le savoir, il y a des crocodiles qui galopent. Ouais. C'est rare. et qui galopent avec les membres érigés. Ouais. Encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui. Crocodilus johnsoni Oui. en Australie est le meilleur crocodile galopeur. En plus, c'est très drôle parce qu'il a un rostre relativement allongé Oui. de piscivore. Donc voilà. Et, Mais il est totalement inoffensif. ouais, On le trouve plutôt dans les terres d'ailleurs. en Oui. plus. Alors il n'est pas terrestre. Hein. Il vit dans les petites rivières ou dans les petits lacs, les petits étangs. Les billabongs, Voilà. par exemple. Et c'est assez surprenant à voir. Ils sont tout petits, hein. On peut vous baigner avec, vous risquez strictement rien. Hein. Oh non. Non, il va fuir hein, parce qu'il est, Non, il est pas très grand. j'ai des amis qui ont nagé avec. Par contre, j'ai des amis qui ont d'ailleurs vu les magnifiques Crocodile marin. crocodiles marins. J'ai les photos et les vidéos. Mm. Peut-être qu'un jour, avec leur autorisation, je les mettrai sur cette. Là, je leur demanderai. J'ai des amis qui. Alors, je leur fais un petit bisou d'ailleurs. Je peux leur faire un bisou? Bah oui. Bisous Sabine et Alban. Hein, là, ils sont en train de faire un petit voyage en Namibie. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, ils se font des tours du monde assez régulièrement. Et puis, je pense qu'un jour, j'aimerais peut-être mettre au sein de ma chaîne leurs vidéos, parce qu'ils font des vidéos de leur sortie. Ils ont nagé avec les requins blancs. Ils ont été voir les grands crocodiles marins en Australie. Je crois qu'ils ont été voir des orang-outans dans le milieu sauvage, des chimpanzés, je crois. Alors, je crois, là, pour les chimpanzés, c'est à vérifier, mais je crois. Donc, c'est vraiment ils ont été visiter la Patagonie. Ah non, ils vont vraiment partout. Donc, je leur demanderai. Donc, gros bisous à toi, Sabine, et à toi, Alban. Hein. Voilà. Et puis, sinon, on va peut-être retourner à nos boutons, parce que les gens, ils se. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là? N'importe quoi. Voilà, il nous raconte les vacances de ses potes. Voilà. Alors, pour ce travail qu'on a fait, et si vous voulez, faire vos propres recherches sérieuses en évitant les chaînes YouTube conspirationnistes et autres sites internet vaseux, on a utilisé deux sources. Le Vertebrate Paléontologie de Benton, qui est relativement mise à jour à chaque fois. Là, C'est une référence. C'est la 3e édition. Les choses évoluent très vite en paléontologie, donc il y a des choses qui sont maintenant plus à jour. Mais ça reste une référence de base. Hein. Et puis, on a les publications de Sterling Nesbitt, qui est devenu le spécialiste. Le spécialiste des archosauriformes, Ah oui. Non, et qui a voilà, The Early Evolution of Archosaur, qui est une sorte de nouvelle bible sur la phylogénie, parce qu'il a revisité vraiment toute la phylogénie des archosauriformes. Et c'est un jeune paléontologue en plus. Hein. Et c'est un jeune paléontologue de talent. Oui. Et on m'a raconté quelques anecdotes, mais je crois qu'il a fait sa première publication scientifique à 14 ou 16 ans, quelque chose comme ça. Et qu'on l'a repéré d'ailleurs sur des sites de fouilles, je crois. Ouais. Alors, ce qu'on m'avait dit, alors je suis pas sûr de l'anecdote, mais qu'en fait son père emmenait des paléontologues sur le terrain en hélicoptère, et il leur a dit je vous fais des tours, je vous emmène gratuitement, mais vous emmenez mon fils avec vous. Et c'est comme ça qu'il est rentré un petit peu dans la paléontologie. Alors, je sais pas si on peut le dire, parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée comme ça, donc j'ai pas la source sûre. Vérifier les sources. Voilà, faudra vérifier les sources. Mais c'est une belle petite histoire. Ouais, c'est une belle histoire. On en fera une légende. Mais Sterling Nesbitt a un travail hyper sérieux. C'est lui qui a révolutionné normalement justement la filiation avémétatarsien crurotarsien, parce qu'avant on ne savait pas qui dérivait de l'autre. Et de quel caractère? Voilà, et en fait grâce à ces réétudes des archosauriformes et notamment du phytosaure, on s'est rendu compte que, et c'est toute somme logique, les avémétatarsiens descendent des crurotarsiens, puisque les crurotarsiens c'est une cheville on va dire généraliste, et les avémétatarsiens une cheville plus spécialisée. Donc voilà, c'est un homme qui a fait beaucoup pour la science, c'est même lui qui a décrit Téléocratère avec justement ce qu'on vous disait tout à l'heure, cet avémétatarsien avec une cheville crurotarsienne. Donc c'est vraiment un chercheur de talent, grâce à de nouveaux fossiles, pu faire vraiment avancer la paléontologie. Donc on vous conseille vraiment cette publication et ce livre, si vous voulez faire des recherches sur les clades en général, c'est-à-dire si vous voulez savoir ce que c'est qu'un crocodile, un dinosaure, un chondrichtien, enfin ça c'est surtout pour le livre de Benton. Voilà, vous avez les premières clés pour pouvoir définir les grands clades de vertébrés. Tout à fait. Voilà. Ben, je crois qu'on a tout dit. De toute façon, on pourrait encore continuer des heures. Hein. J'aurais encore des choses à dire, mais bon, on va peut-être nous arrêter là. J'espère que ça vous a plu.
Hein. Oui. Et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager sur les réseaux, à vous abonner si ça n'a pas été fait, hein, Voilà. si ça n'a pas déjà été fait. Et puis il y a aussi le Tipeee, hein, si vous voulez aider au développement de la chaîne. Et puis comme d'habitude, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.